17 mars 92, en plein après-midi, une voiture piégée explose devant l'ambassade d'Israël à Buenos Aires. Bilan, 29 morts et plus de 200 blessés. 2 ans plus tard, une nouvelle explosion pulvérise le bâtiment abritant le centre culturel juif Amia à Buenos Aires. Au total, 85 personnes sont tuées et 300 autres blessés. Les investigations piétinent, mais en 2006, l'enquête est confiée au procureur Alberto Nisman. Celui-ci accuse l'Iran d'être le commanditaire de l'attentat. Il accuse également la présidente argentine Cristina Kirchner de vouloir assurer l'impunité aux Iraniens. Nisman était-il l'homme qui en savait trop? Le 18 janvier dernier, il est retrouvé mort, un pistolet de calibre 22 à ses côtés. L'enquête sur cet étrange suicide se poursuit, mais des dizaines de milliers d'Argentins sont descendus dans les rues pour réclamer justice. Cette semaine dans Focus, on vous emmène en Argentine. Bonsoir, merci de votre fidélité. Coup de projecteur ce soir sur un pays dans la tourmente, l'Argentine, secouée par l'étrange suicide d'Alberto Nisman, ce procureur qui enquêtait sur l'attentat antisémite de Buenos Aires en 1994 et qui s'apprêtait à incriminer la chef d'État Cristina Kirchner, accusée d'avoir fermé les yeux sur l'implication du régime iranien. Alors pour faire le point sur cette affaire, on va tout de suite retrouver en direct de la capitale argentine Santiago del Carril. Vous êtes journaliste, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Santiago, où en est-on de l'instruction ouverte contre la présidente Cristina Kirchner? Alors mercredi dernier, le procureur, qui est maintenant chargé de l'affaire Nisman, a fait appel après que le juge Daniel Rafecas l'a classé. La prochaine audience publique aura lieu le 19 mars. Elle sera présidée par 3 juges. D'abord, le procureur doit passer le dossier en revue et donner son avis. Cela a créé une polémique en Argentine, puisqu'il a participé à la marche pour demander la justice. Et donc, le gouvernement l'ont critiqué. Ils disent qu'il a choisi un camp. Après la mort du procureur Nisman, est-ce que vous avez l'impression, Santiago, que la crédibilité du gouvernement est entamée aux yeux des Argentins? La crédibilité du gouvernement a en effet pris un coup dur après la mort de Nisman. Les Argentins étaient choqués. Beaucoup de gens qui soutenaient le gouvernement ont commencé à s'interroger sur le rôle du gouvernement dans cette affaire. Selon un sondage réalisé en février, entre 60 et 70% de la population ont perdu confiance en la présidente et les dirigeants du pays. Mais en même temps, la population est divisée entre ceux qui sont pro-gouvernement et anti-gouvernement. Cela affecte leur vision de l'affaire Nisman. Cela a aussi remis en cause la crédibilité des services secrets et aussi d'autres institutions du gouvernement en Argentine. Alors on sait, la communauté juive argentine crie au scandale. Est-ce que c'est aussi le cas des médias en Argentine? Non, je ne pense pas que cette affaire soit le grand scandale, mais je pense que le problème est l'accumulation de scandales qui se sont passés au cours des 3 dernières années. Il y avait une affaire de corruption avec le vice-président. Il y a aussi des accusations contre un chef de l'armée qui était accusé d'être impliqué dans des crimes contre l'humanité. Et dans les années 1990, il y a eu des accusations de trafic d'armes avec l'Équateur et la Croatie. Donc il y a eu beaucoup de scandales ici. Je pense que ce qui est le plus important, c'est le timing de la mort de Nisman. Il est mort un jour avant qu'il était censé présenter son rapport au Congrès. Santiago del Carril, journaliste argentin, merci beaucoup pour toutes ces explications. Thank you. 17 mars 92, un kamikaze lance son fourgon piégé contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires. Bilan, 29 morts, dont 4 employés de la chancellerie. Léa Kovinski est alors attachée culturelle à l'ambassade d'Israël. C'est l'une des survivantes de cette attaque meurtrière. 23 ans plus tard, ses souvenirs sont encore vivaces. Bonsoir Léa, merci d'avoir accepté de témoigner pour notre émission. Léa, première question, où étiez-vous au moment de l'explosion? Mon bureau était en bas dans le coin, c'était l'heure du déjeuner. C'était une journée plutôt calme, il faisait très chaud dehors. Nos supérieurs venaient de partir, nous étions seuls. Je suis sortie de mon bureau, il y avait de la construction dans ce coin-là. Je suis sortie pour parler avec la secrétaire à l'accueil et son mari qui venait d'arriver. J'ai pris un café avec eux, on fumait une cigarette. À l'époque, on pouvait fumer dans l'ambassade. Et au bout d'un moment, la voiture piégée a explosé. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment précis?
Je n'ai rien ressenti. Quand je me suis réveillée, j'ai cru que j'avais été électrocutée. Quand je me suis levée du sol, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu que j'étais pas la seule, qu'il s'est passé quelque chose de bien plus grand. Vous direz que cet attentat a bouleversé votre vie, Léa? Je pense que ça a complètement changé ma vie. Au début, on ne comprend pas bien ce qu'il se passe et on se sent même coupable. Pourquoi est-ce que je suis restée en vie alors que quelqu'un d'autre, une femme qui a des enfants, est morte? Qui est responsable de cela? Mais petit à petit, les choses se remettent dans l'ordre. Au début, j'essayais aussi de revenir à ma vie d'avant, la seule vie que je connaissais, jusqu'à ce que j'ai réalisé que les choses ne seront plus jamais comme avant. En gros, ce que j'ai compris, c'est que je fais partie de ce qu'il se passe dans le monde et j'ai ma part de responsabilité. Et une partie de la solution est aussi entre mes mains. Vous travaillez encore à l'ambassade d'Israël. Comment est-ce que l'ambassade commémore cet événement? Au début, le terrain où se trouvait l'ambassade a été vendu, donc c'était fermé. On allait sur place chaque année à l'heure de l'attentat et on y déposait des fleurs ou des pierres. Et on faisait aussi une petite cérémonie privée dans l'ambassade, jusqu'à ce qu'un groupe de personnes ont racheté le terrain et ont construit une place en mémoire de l'attentat dont ils ont fait don à la municipalité de Buenos Aires. Donc chaque année, on organise là-bas une cérémonie. C'est ouvert à tous les membres de la communauté. Il y a aussi des officiels argentins qui viennent, des représentants de la ville et aussi des officiels israéliens. C'est une cérémonie officielle où on entend la sirène, on fait une minute de silence et on lit les noms des victimes. En plus, on organise une campagne pour rappeler au public que cet attentat a eu lieu. Chaque année, c'est différent. On met des affiches dans les stations de métro pour inviter les gens à la cérémonie. Léa Kowensky, que pensez-vous des derniers développements dans l'affaire de la mort du procureur Nisman et des accusations contre la présidente Kirchner? Je suis surprise et contente. Contente parce que je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas assez dans la société argentine. Je ne me présente jamais en tant que rescapée de l'attentat, mais s'il m'arrive de le dire, les gens me demandent si je parle de l'attentat de la MIA. Ils ne pensent jamais à l'attentat de l'ambassade. Donc le fait que tout le monde en parle maintenant, et quand j'entends les infos et que je vois pendant 15 ou 20 minutes qu'ils ne parlent que de l'attentat de l'ambassade, je me dis très bien, on recommence à faire les grands titres. Léa Kowensky en direct de Buenos Aires, merci beaucoup pour ce témoignage très personnel. De rien. Allez, comme chaque semaine, c'est l'heure du top 5 de l'actualité. En Argentine, c'est tout de suite, en bref et en images. 10 personnes, dont la championne olympique de natation Camille Muffa et le boxeur Alexis Vastine, ont trouvé la mort lundi 9 mars dans la collision de 2 hélicoptères survenus dans la province de La Rioja, en Argentine. Au total, 8 Français font partie des victimes. Le vice-président argentin Amadou Boudou a été reconnu coupable de corruption récemment. Il est accusé d'avoir employé des intermédiaires pour prendre le contrôle d'une entreprise qui imprimait des billets de pesos argentins en 2010, alors qu'il était ministre de l'économie. L'Argentine se retrouve sur la liste des économies les plus douloureuses du monde, publiée par Bloomberg. La hausse du chômage et l'inflation en Argentine ont, selon le magazine, engendré de la pauvreté pour une grande partie de la population. L'Argentine a connu ses pluies les plus fortes depuis des décennies la semaine dernière, entraînant de graves inondations. En même temps, des feux de forêt ravageaient le sud du pays. Des milliers de personnes ont été évacuées en raison des inondations et au moins 84 000 hectares de forêt ont été détruits par les flammes. Le gouvernement argentin utilise le classique hollywoodien de 1957, 12 Angry Men, pour expliquer à la population le principe des procès devant un jury, quelques jours avant l'ouverture du premier procès de ce type dans la province de Buenos Aires. Le gouvernement a distribué plus de 2000 copies du film dans les petits villages, les villes et les universités de la région. Gardel, Evita, Borges ou encore Maradona, tous ces illustres argentins ont à Buenos Aires leur attraction touristique. Il était donc normal que la capitale fasse honneur à Jorge Bergoglio, plus connu depuis 2013 sous le nom de Pape François. La ville a lancé une visite guidée sur les traces du pontife, 24 lieux emblématiques qui ont façonné la vie du premier pape latino-américain. Une façon de mieux connaître l'un des hommes les plus influents de la planète, amateur de tango, et oui,
inconditionnel de football également. On va rejoindre tout de suite Mathieu Régnier, vous êtes guide touristique à Buenos Aires. Bonsoir. Alors Mathieu, dites-nous quels sont les moments forts de cette visite sur les traces du pape? Alors les étapes principales dans le Tour du Pape, en général, nous racontons l'évolution du pape depuis sa naissance jusqu'à sa nomination comme pape. Alors le tour commence en général dans le quartier où il est né. Il est né à Flores, qui est un quartier assez populaire, on va dire. Ce n'est pas un quartier des plus riches de la ville, ce qui en général peut surprendre un peu les touristes qui viennent. Alors le tour, on commence par présenter là où il est né, là où il a vécu, ses premières années. Au début, il n'était vraiment pas prédestiné à devenir pape. Et après la partie de Flores, nous nous dirigeons vers Almagro, là où il a été baptisé au départ. Et aussi, nous allons à un terrain de foot commun, on va dire, là où il jouait étant enfant au football, et là où il est devenu fan de l'équipe de San Lorenzo, comme il le revendique le plus souvent. Et plus tard, à partir de 1998, il a été nommé archevêque à la cathédrale de Buenos Aires, que nous avons derrière moi. Et en 2013, en mars 2013, il est devenu le pape, à une grande surprise générale, on va dire. Allez Mathieu, faites-nous vivre cette visite de l'intérieur. Racontez-nous une anecdote que vous racontez à vos touristes. Alors, depuis qu'il est devenu pape, les anecdotes, c'est assez difficile de savoir si elles sont vraies ou fausses, parce que beaucoup de personnes maintenant disent qu'elles connaissent le pape et inventèrent quelques anecdotes. Et donc, c'est assez dur de se mouiller sur ce sujet-là. Une anecdote qui revient un peu au football, qui est une passion très chère à lui et aux Argentins en général, c'est par exemple le club de San Lorenzo dont il est fan. Le club d'Almagro, là où il jouait au football étant petit, c'est l'un des 5 plus grands clubs argentins, mais c'est le seul club qui n'avait jamais gagné la Coupe Libertadores, équivalent à la Champions League européenne. Et il a été élu pape en 2013. En 2012, il faut savoir que le club de San Lorenzo était sur le point de descendre en deuxième division. Pour pas grand-chose, ils descendaient en deuxième division. Le pape est élu, et l'année suivante, San Lorenzo devient champion d'Argentine. Les prières du pape ont été entendues. Est-ce que vous diriez que cette visite est un moteur pour le tourisme argentin? Ça fait à peu près un an et demi que nous réalisons le tour. Et c'est vrai que de plus en plus de personnes s'intéressent à l'histoire du pape. Et quand ils viennent en Argentine, ça attire un autre type de tourisme, on va dire. Comment vous l'expliquez, cette popularité du pape? Alors, le secret de la popularité du pape, moi je pense, étant français et étant étranger, moi je la ressens au quotidien dans le peuple argentin. Comme on l'a dit auparavant, c'est une personne commune, c'est une personne qui a grandi comme vous et moi, comme n'importe quel Argentin. Et c'est vrai que l'Argentin en général ressemble beaucoup au pape, ou le pape ressemble beaucoup à l'Argentin. Mathieu Régnier, guide touristique, merci de nous avoir conduits sur les traces du pape à Buenos Aires. Non mais je vous en prie, merci à vous. Il a été longtemps le repère des artistes et des intellectuels porteños. Le café Tortoni a su conserver son allure bohème. Il est encore aujourd'hui l'un des hauts lieux de la culture à Buenos Aires. Dans un coin intemporel du café, on retrouve même une table qui réunit les statues du célèbre écrivain Borges, du chanteur de tango Carlos Gardel ou encore de la poétesse Alfonsina Storni. C'est le café le plus ancien de Buenos Aires. Il a été fondé par un immigrant français et on va tout de suite retrouver son patron en direct de Buenos Aires, Roberto Fanego. Bonjour, qui sont les personnalités marquantes qui ont fréquenté votre café? Bueno, están aquellos que yo conocí. Il y a des personnalités célèbres que j'ai rencontrées personnellement et que j'ai eu la chance d'accueillir dans ce café, comme par exemple le peintre Quinquela Martín, qui est connu pour son tableau du quartier de Boca. Il y a aussi l'écrivain argentin Ulises Petit de Mura, le chanteur Julio Delgado et l'actrice Milagros de la Vega. Le roi d'Espagne était là aussi, ainsi qu'Hillary Clinton. Je lui avais d'ailleurs proposé une salle privée, mais elle a refusé. Elle préférait boire son café là où tous les clients s'assoient.
Pour le roi d'Espagne, je ne savais vraiment pas comment l'approcher, mais il a été très gentil et m'a invité à s'asseoir à sa table. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Roberto Fenego, une petite anecdote relative à votre café? En 1963, des Espagnols exilés qui avaient fui la guerre civile dans leur pays venaient ici. Il y avait aussi les politiciens d'Uruguay qui sont venus ici pendant les révolutions dans leur pays. Autrefois, la célèbre écrivaine Alfonsia Storeni avait l'habitude de venir également ici. C'est d'ailleurs là qu'elle a commencé sa carrière. Elle venait au café dans une période où la présence d'une femme dans un café n'était pas chose courante. Elle passait son temps ici avec des hommes écrivains et puis elle est devenue la plus grande féministe de son temps. Roberto Fenego en direct du Café Tortoni, ce café de Flore version argentine. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce focus sur l'Argentine. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines exactement, même jour, même heure. En attendant, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Vivre curieux et rester focus. À dans 2 semaines.